Le dossier 113 de Émile Gaboriau, partie 7 du livre audio, chapitre 15. Louis de Clameran, le second fils du marquis, était de ces natures concentrées qui, sous des dehors froids ou nonchalants, dissimulent un tempérament de feu, d'exorbitantes passions et les plus furieuses convoitises. Toutes sortes d'extravagantes pensées et de levain mauvais fermentaient en son cerveau malade, longtemps avant les événements qui décidèrent des destinées de la maison de Clameran. Occupé, en apparence, de futiles plaisirs, ce précoce hypocrite souhaitait pour ses passions un théâtre plus vaste, maudissant les nécessités qui l'enchaînaient au pays, à ce vieux château qui lui semblait plus triste qu'une prison et froid comme une tombe. Il s'ennuyait. Il n'aimait pas son père, il haïssait jusqu'à la frénésie son frère Gaston. Le vieux marquis lui-même, dans son imprévoyance coupable, avait allumé cette envie dévorante dans le cœur de son second fils. Observateur de traditions qu'il prétendait les seules bonnes, il avait déclaré 100 fois que l'aîné d'une maison noble doit hériter de tous les biens et que Gaston recueillerait seul ce qu'il laisserait de fortune à sa mort. Cette flagrante injustice des préférences non dissimulées désolait l'âme jalouse de Louis. Souvent, Gaston lui avait affirmé que jamais il ne consentirait à profiter des préjugés paternels, qu'il partagerait tout en bon frère. Louis n'avait pas été touché de ce que, jugeant les autres d'après lui, il appelait la ridicule ostentation d'un faux désintéressement. Cette haine, dont jamais ne s'était douté ni le marquis ni Gaston, s'était trahie par des actes assez significatifs pour avoir frappé les domestiques. Il la connaissait à ce point que ce soir funeste où la chute du cheval de Louis livrait Gaston à ses ennemis, ils refusèrent de croire à un accident et tout bas murmurèrent ce mot « fratricide ». Même une scène déplorable eut lieu entre Louis et Saint-Jean, à qui 50 ans de service fidèle donnaient une liberté dont il abusait quelquefois, et son franc-parler souvent rude et désagréable. « Il est malheureux, » avait dit le vieux serviteur, « qu'un cavalier aussi habile que vous soit tombé juste au moment où le salut de votre frère dépendait de votre manière de conduire votre cheval. La verdure, lui, n'est pas tombée. » L'allusion avait si bien atteint le jeune homme qu'il avait pâli et d'une voix terrible s'était écrié « Misérable, que veux-tu dire ?»« Vous le savez bien, monsieur le vicomte, » avait insisté Saint-Jean. « Non, parle, explique-toi. » Le domestique n'avait répondu que par un regard, mais il était si cruellement significatif que Louis s'était précipité, la cravache levée, sur Saint-Jean, et qu'il l'eût roué de coups sans l'intervention des autres serviteurs du château. Cette scène se passait au moment où Gaston, au milieu des garancières et des champs de châtaigniers, s'efforçait de dépister ceux qui le poursuivaient. Bientôt les gendarmes et les hussards reparurent tristes, émus, annonçant que Gaston de Clameran venait de se précipiter dans le Rhône et que, certainement, il y avait péri. Un douloureux murmure accueillit cette désolante déclaration. Seul, entre tous, Louis resta impassible, pas un des muscles de son visage ne tressaillit. Même ses yeux eurent un éclair, l'éclair du triomphe. Une voix secrète lui criait « Te voici maintenant assuré de la fortune paternelle et de la couronne de marquis. » Désormais, il n'était plus le pauvre cadet, le fils dépouillé au profit d'un aîné. Il était le seul héritier des Clameran. Le brigadier de gendarmerie avait dit « Ce n'est pas moi qui annoncerai à ce pauvre vieux que son fils est noyé. » Louis n'eut ni les scrupules, ni l'attendrissement du vieux soldat. Il monta sans hésitation chez son père, et c'est d'une voix ferme qu'il lui dit « Entre la vie et l'honneur, mon frère a choisi. Il est mort. » Comme le chêne frappé de la foudre, le marquis, à ces mots, avait chancelé et était tombé. Le médecin qu'on était allé chercher ne put, hélas, qu'avouer l'impuissance de la science. Vers le matin,
Louis recueillit d'un œil sec le dernier soupir de son père. Louis était le maître désormais. C'est que les injustes précautions prises par le marquis pour éluder la loi et assurer sans conteste toute sa fortune à son fils aîné tournèrent contre lui. Grâce à la coupable complaisance de ces hommes d'affaires, au moyen de fédéicommis entachés de fraude, Monsieur de Clamerans avait tout disposé de façon qu'au lendemain de sa mort, Gaston put recueillir tout son héritage. Ce fut Louis qui le recueillit, et sans même qu'il fût besoin de l'acte de décès de son frère. Il était marquis de Clamerans, il était libre, il était riche aussi, relativement. Lui, qui jamais ne s'était vu 25 écus en poche, il se trouvait possesseur de bien près de 200 000 francs. Cette richesse subite, absolument inespérée, lui tourna si bien la tête qu'il oublia sa savante dissimulation. On remarqua sa contenance aux funérailles du marquis. La tête baissée, son mouchoir sur la bouche, il suivait le cercueil porté par 12 paysans, mais ses regards démentaient son attitude. Son front rayonnait, on devinait le sourire sous les grimaces de sa feinte douleur. La vibration des dernières pelletées de terre sur le cercueil n'était pas éteinte, que déjà Louis vendait au château tout ce qui se pouvait vendre, les chevaux, les harnais, les voitures. Dès le lendemain, il renvoya tous les domestiques, pauvres gens qui s'étaient imaginé finir leurs jours sous le toit hospitalier de Clamerans. Plusieurs, les larmes aux yeux, le prirent à part pour le conjurer d'utiliser leurs services, même sans rétribution. Il les congédia brutalement. Il était tout au calcul en ce moment. Le notaire de son père, qui l'avait mandé, parut. Il lui signa une procuration pour vendre toutes les terres et en reçut une somme de 20 000 francs, un premier emprunt. Puis, à la fin de la semaine, un soir, il ferma toutes les portes du château où il se jurait de ne revenir jamais, et il en remettait toutes les clés à Saint-Jean, qui, ayant une certaine aisance, possédant une petite maison près de Clamerans, devait continuer à habiter le pays. Enfin, il partit. La lourde diligence s'ébranla et bientôt fut emportée au galop de ses 6 chevaux, creusant à chaque tour de roue un abîme entre le passé et l'avenir. Enfoncé dans un des coins du coupé, Louis de Clamerans savourait par avance les délices dont il allait épuiser les réalités. Au bout du chemin, Paris se levait dans la pourpre, radieux comme le soleil, éblouissant comme lui. Car il allait à Paris. N'était-ce pas la terre promise, la cité des merveilles où chaque Aladin trouve une lampe ? Là, toutes les ambitions sont couronnées, tous les rêves se matérialisent, toutes les passions s'épanouissent. Il est des assouvissements pour toutes les convoitises. Partout le bruit, la foule, le luxe, le plaisir. Quel rêve! Et le cœur de Louis de Clamerans se gonflait de désir, et il lui semblait que les chevaux marchaient plus lentement que des tortues. Et quand le soir, à l'heure où le gaz s'allume, il sauta de la diligence sur le pavé boueux de Paris, il lui sembla qu'il prenait possession de la grande ville, qu'elle était à lui, qu'il pouvait l'acheter. Pénétré de son importance, habitué à la déférence des gens des environs, le jeune marquis avait quitté son pays en se disant qu'à Paris, tant par son nom que par sa fortune, il serait un personnage. L'événement trompa singulièrement son attente. À sa grande surprise, il découvrit qu'il n'y avait rien de ce qui, dans la ville immense, constitue une personnalité. Il reconnut qu'au milieu de cette foule indifférente et affairée, il passait aussi perdu, aussi inaperçu qu'une goutte d'eau au milieu d'un torrent. Mais la peu flatteuse réalité ne pouvait décourager un garçon résolu, surtout à donner coûte que coûte satisfaction à ses passions. Le nom de ses pères n'eut qu'un privilège, désastreux pour son avenir. Il lui ouvrit les portes du faubourg Saint-Germain. Là, il connut un assez bon nombre d'hommes de son âge, tous aussi nobles que lui, dont les revenus égalaient la moitié ou même la totalité de son capital. Presque tous avouaient qu'ils ne se soutenaient que par des prodiges d'habileté et d'économie, et en réglant leurs vices et leurs folies, aussi sagement qu'un bonnetier les sorties qu'il fait le dimanche avec sa famille.
Ces propos, et bien d'autres, qui stupéfiaient le nouveau débarqué, ne lui ouvrirent pas les yeux. De ces jeunes gens économiquement prodigues, il s'efforça de copier les dehors brillants, sans songer à imiter leur prudence. Il apprit à dépenser, mais non à compter comme eux. Il était marquis de Clameran. Il s'annonçait comme ayant une grande fortune. Il fut bien accueilli. Il n'eut pas un ami, il eut du moins quantité de connaissances. Au cercle où il fut présenté et reçu dès les premiers jours de son arrivée, il trouva 10 complaisants qui se firent un plaisir de l'initier aux secrets de la vie élégante et de corriger ce qu'il pouvait y avoir d'un peu provincial en ses façons d'être ou de penser. Il profita vite et bien des leçons. Après 3 mois, il était lancé. Sa réputation de beau joueur était établie, et il s'était fait noblement et glorieusement compromettre par une fille à la mode. Descendu à l'hôtel tout d'abord, il avait loué, près de la Madeleine, un confortable entresol avec une remise et une écurie pour 3 chevaux. Il ne garnit cette garçonnière que du strict nécessaire. Malheureusement, le nécessaire est hors de prix. Si bien que, le jour où il fut installé, ayant essayé de faire ses comptes, il découvrit, non sans effroi, que ce court apprentissage de Paris lui coûtait 50 000 francs, le quart de son avoir. Et encore, il restait, vis-à-vis de ses brillants amis, dans un état d'infériorité désolant pour sa vanité, à peu près comme un bon propriétaire qui crèverait son bidet à vouloir suivre une course de chevaux anglais. 50 000 francs. Louis eut comme une velléité de quitter la partie. Mais quoi, il abdiquerait donc ? D'ailleurs, ses vices s'épanouissaient à l'aise dans ce milieu charmant. Il s'était cru prodigieusement fort autrefois, et 1000 corruptions nouvelles se révélaient à lui. Puis, la vue de fortune subite, l'exemple de succès aussi surprenant et aussi inouï que certains revers, enflammait son imagination. Il pensa que, dans cette grande ville où les millions se promènent sur le boulevard, il parviendrait infailliblement, lui aussi, à saisir son million. Comment ? Il n'en avait pas l'idée, et même, il ne la cherchait pas. Il se persuadait simplement qu'aussi bien que beaucoup d'autres, il aurait son jour de hasard heureux. Encore une de ces erreurs qu'il serait temps de détruire. Il n'est pas de hasard au service des sots. Dans cette course furieuse des intérêts, il faut une prodigieuse dextérité pour enfourcher le premier cette cavale capricieuse qui a nom l'occasion et la conduire au but. Mais Louis n'en pensait pas si long. Aussi absurde que cet homme qui espérait gagner à la loterie sans y avoir mis, il se disait « Bast, l'occasion, le hasard, un beau mariage me tireront de là. » Il ne se présenta pas de beau mariage, mais le tour du dernier billet de banque arriva. À une pressante demande d'argent, son notaire répondit par un refus. « Il ne vous reste rien à vendre, monsieur le marquis, » lui écrivait-il, « plus rien que le château. Il a certainement une grande valeur, mais il est malaisé, sinon impossible, de trouver un acquéreur pour un immeuble de cette importance, situé comme il l'est maintenant. Soyez sûr que je chercherai activement cet acquéreur, et croyez, etc. » Absolument comme s'il n'eût pas prévu cette catastrophe finale, Louis fut atterré. Que faire ? Ruiné, n'ayant plus rien à espérer, il était de sa dignité d'imiter les pauvres fous qui, chaque année, surgissent, brillent un moment et disparaissent soudain. Mais Louis ne pouvait renoncer à cette vie de plaisir facile qu'il menait depuis 3 ans. Il était dit qu'après avoir laissé sa fortune sur le champ de bataille, il y laisserait son honneur. Il s'obstina, pareil aux joueurs décavés qui rôdent autour des tables de jeu qui lui sont fermées, s'intéressant à une partie qui n'est plus la sienne, toujours prêt à tendre la main à ceux que favorise le sort. Louis, tout d'abord, vécut du renom de sa fortune dissipée, de ce crédit qui reste à l'homme qui a dépensé beaucoup en peu de temps. Cette ressource, rapidement, s'épuisa. Un jour vint où les créanciers se levèrent en masse, et le marquis ruiné dut laisser entre les mains les derniers débris de son opulence, son mobilier, ses voitures,
ses chevaux. Réfugié dans un hôtel plus que modeste, il ne pouvait prendre sur lui de rompre avec ces jeunes gens riches qu'un moment il avait pu croire ses amis. Il vivait d'eux maintenant, comme autrefois de ses fournisseurs. Empruntant de ci et de là, depuis un louis jusqu'à 25, ne rendant jamais. Il pariait et, s'il perdait, ne payait pas. Il pilotait les jeunes et utilisait en 1000 services honteux une expérience qui lui coûtait 200 000 francs. Moitié courtisan, moitié chevalier d'industrie. On ne le chassait pas, mais on lui faisait expier cruellement cette faveur d'être encore toléré. On ne se gênait pas avec lui, et ce qu'on pensait de sa conduite, on le disait tout haut. Aussi, quand il se retrouvait seul, dans son taudis, s'abandonnait-il à des accès de rage folle. Il pouvait bien subir toutes les humiliations, mais non encore ne les plus sentir. Il y avait d'ailleurs longtemps que l'envie qui le rongeait, que les convoitises qui le torturaient, avaient étouffé en lui jusqu'aux racines des sentiments honnêtes. Pour quelques années d'opulence, il se sentait prêt à tout hasarder, disposé à tenter même un crime. Il ne commit pas de crime, cependant, mais il se trouva compromis dans une affaire malpropre d'escroquerie et de chantage. Un vieil ami de sa famille, le comte de Commarin, le sauva, étouffa l'affaire et lui fournit les moyens de passer en Angleterre. Quels furent, à Londres, ses moyens d'existence ? Seuls les détectives de la capitale la plus corrompue de l'univers sauraient le dire. Descendant les derniers échelons du vice, le marquis de Clameran vécut dans un monde d'escrocs et de filles perdues, dont il partageait les chances et les honteux profits. Forcé de quitter Londres, il parcourut successivement toute l'Europe, sans autre capitale que son audace, sa corruption profonde et son adresse à tous les jeux. Enfin, en 1865, ayant eu à Hambourg une veine heureuse, il revint à Paris, où il se disait que, sans doute, on l'avait oublié. Il y avait 18 ans qu'il avait quitté la France. La première pensée de Louis de Clameran, en arrivant à Paris, avant de s'y installer, avant même d'y chercher les ressources qu'il savait trouver ailleurs, fut pour son pays natal. Ce n'est pas qu'il y eût aucun parent, aucun ami même, de qui attendre un secours, mais il se rappelait le vieux manoir pour lequel autrefois le notaire désespérait trouver un acquéreur. Il se disait que peut-être cet acquéreur s'était présenté et il était décidé à aller s'en assurer, pendant qu'une fois dans le pays, il tirerait toujours quelque chose de ce château qui, certes, dans le temps, avait coûté à bâtir plus de 100 000 livres. 3 jours plus tard, par une belle soirée d'octobre, il arrivait à Tarascon, où il s'assurait que le château était encore sa propriété et, le lendemain, de très bonne heure, il prenait à pied la route de Clameran. Bientôt, à travers les arbres, il distingua le clocher du village de Clameran, puis le village lui-même, assis sur la pente douce d'un coteau couronné d'oliviers. Il reconnut les premières maisons, le hangar du maréchal Ferrand, avec sa vigne courant le long du toit, le presbytère, et plus loin l'auberge où, autrefois, avec son frère Gaston, il venait pousser les billes sur l'immense billard à blouses larges comme des hottes. En dépit de ce qu'il nommait son dédain des préjugés vulgaires, une émotion indéfinissable lui serrait le cœur. Il n'était pas maître d'un triste retour sur lui-même, et malgré lui, sa pensée s'égarait dans le passé. La porte de la maison de Saint-Jean était ouverte. Il entra, et ne trouvant personne dans l'immense cuisine à cheminée monumentale, il appela. « On y va ?» répondit une voix. Presque aussitôt, à la porte du fond, un homme d'une 40aine d'années, à la figure honnête et souriante, apparut, surpris de trouver un étranger chez lui. « Il y a quelque chose pour votre service, monsieur ?» demanda-t-il. « N'est-ce pas ici que demeure Saint-Jean, l'ancien valet de chambre du marquis de Clameran ?»« Mon père est mort depuis bientôt 5 ans, monsieur, » répondit l'homme d'une voix triste. Cette nouvelle affecta péniblement Louis, comme si le vieillard qu'il pensait retrouver eût pu lui rendre quelque chose de sa jeunesse. Il eut un soupir et dit
Je suis le marquis de Clamerans. » L'homme, à ces mots, poussa un grand cri de joie. « Vous, monsieur le marquis !» s'écria-t-il. « Vous !» Il prit les mains de Louis et les serrant avec un affectueux respect. « Ah, si mon pauvre père était encore de ce monde, poursuivait-il, quel ne serait pas son contentement ? Ces dernières paroles ont été pour ses anciens maîtres, monsieur le marquis. Que de fois il a gémi de ne point recevoir de vos nouvelles. Il est en terre, le pauvre homme, mais moi, Joseph, son fils, je vous appartiens comme lui-même. Vous, chez moi, quel bonheur ! Ah, ma femme, à qui j'ai tant parlé des Clamerans, va être bien heureuse. » Il s'élança dehors en même temps, criant à plein poumon. « Toinette ! Hé, Antoinette ! Écoute un peu ici, voir !» Cet accueil si empressé, si cordial, remuait délicieusement Louis. Il y avait tant d'années qu'il n'avait entendu l'expression d'une affection sincère, d'un dévouement désintéressé, qu'une main vraiment amie n'avait serré la sienne. Mais déjà, rougissante et confuse, une belle jeune femme au teint brun, aux grands yeux noirs, entrait, à moitié traînée par Joseph. « Voilà ma femme, monsieur le marquis, » disait-il. « Ah, dame, je ne lui ai pas laissé le temps d'aller se faire brave. C'est monsieur le marquis, Antoinette. » La belle jeune femme s'inclinait, toute intimidée, et ne trouvant rien à dire, elle tendit son front, où Louis déposa un baiser. « Tout à l'heure, disait Joseph, monsieur le marquis verra les enfants. Ils sont à l'école, je viens de les envoyer chercher. » En même temps, le mari et la femme s'empressaient autour du marquis. Il devait avoir, disait-il, besoin de prendre quelque chose, étant venu à pied. Il allait bien accepter un verre de vin, en attendant le déjeuner, car il leur ferait l'honneur de déjeuner chez eux, n'est-il pas vrai ? Et Joseph descendait à la cave, pendant que Toinette, dans la cour, donnait la chasse au plus gras de ses poulets. En moins de rien, tout fut prêt, et Louis s'assit, au milieu de la cuisine, devant une table chargée de tout ce qu'on avait pu se procurer de meilleur, servi par Joseph et sa femme, qui se tenaient devant lui, l'examinant avec une sorte de curiosité attendrie. La grande nouvelle s'était répandue dans le village, et la porte restant ouverte, à tout moment des gens se présentaient qui venaient saluer le marquis de Clamerans. « Je suis un tel, monsieur le marquis, ne me reconnaissez-vous pas ? Ah, je vous ai bien connu, moi, allez. Le défunt marquis m'aimait bien, affirmait un vieux. « Vous souvenez-vous, disait un autre, du temps où vous me prêtiez vos fusils pour aller à la chasse ?» C'est avec un ravissement intime que Louis recueillait toutes ces protestations, ces marques d'un dévouement que n'avaient pas affaibli les années. À la voix de ces braves gens, 1000 souvenirs oubliés s'éveillaient en lui, et il retrouvait les fraîches sensations de sa jeunesse. Lui, l'aventurier, chassé de partout, le héros des maisons de jeu, le spadassin, l'abject complice des escrocs de Londres, il se délectait à ces témoignages de vénération accordés à la famille de Clamerans, et il lui semblait qu'il lui rendait quelque chose de sa considération et de son estime. Ah, si à cette heure il eût possédé le quart seulement de cet héritage jeté au vent d'absurdes fantaisies, avec quelle satisfaction il se serait fixé dans ce village pour finir ses jours en paix. Mais ce repos, après tant d'agitations vaines, ce port après tant de naufrages, lui était interdit. Il ne possédait rien. Comment vivre ? Ce sentiment désolant de sa détresse passée lui donna seul le courage de demander à Joseph les clés du château qu'il se proposait de visiter. « Il n'y a besoin que de la clé de la grille, monsieur le marquis, » répondit Joseph. « Et encore ?» C'était vrai. Le temps avait fait son œuvre, et l'héroïque manoir de Clamerans n'était plus qu'une ruine. La pluie et le soleil, le mistral aidant, avaient émietté les portes et emporté les contrevents en poussière. Au-dedans, la désolation était plus grande encore. Tout le mobilier que Louis n'avait osé vendre était encore en place, mais en quel état ? À peine restait-il quelques lambeaux d'étoffe, des débris de la garniture, des lits. Les bois seuls avaient résisté. C'est à peine si Louis, suivi de Joseph, osait pénétrer dans ces grandes salles
où le bruit de ses pas sonnait lugubrement. Il lui semblait que tout à coup, le terrible marquis de Clammerans allait se dresser en pied pour lui jeter sa malédiction, pour lui crier « Qu'as-tu fait de notre honneur ?» Peut-être sa terreur avait-elle une autre cause. Peut-être avait-il trop de raisons de se souvenir de cette chute, si fatale à Gaston. Ce n'est qu'en se trouvant en plein soleil, dans le jardin, qu'il reprit son assurance et se souvint de l'objet de sa visite. « Ce pauvre Saint-Jean, dit-il, a eu bien tort de ne pas utiliser le mobilier laissé au château. Il se trouve détruit sans avoir servi à personne. »« Mon père, monsieur le marquis, n'aurait rien osé déranger sans un ordre. » Et il avait bien tort. Quant au château, si on y prend garde, il sera bientôt perdu comme le mobilier. Ma fortune, à mon grand regret, ne me permet pas de le restaurer. Je suis donc décidé à le vendre pendant qu'il est encore debout. Sera-t-il bien difficile, poursuivait Louis, de vendre cette masure ? Cela dépend du prix, monsieur le marquis. Je connais un homme des environs qui en ferait son affaire, si on le lui cédait à bon marché. Et quel est cet homme ? Un certain Fougeroux, qui demeure de l'autre côté du Rhône, au mât de la Montagnette. C'est un gars de Beaucaire qui a épousé, il y a une 12aine d'années, une servante de la défunte comtesse de la Verberie, dont monsieur le comte se souvient peut-être. Une grosse, très brune, nommée Mignonne. Louis ne se souvenait pas de Mignonne. « Quand pourrons-nous voir ce Fougeroux ? Demanda-t-il. « Aujourd'hui même, là, en traversant le Rhône dans le bateau du passeur. »« Eh bien, allons, je suis pressé. » Une génération entière avait disparu depuis que Louis avait quitté sa province. Ce n'était plus le vieux matelot de la République, Pilorel, qui passait le monde, c'était son fils. Pendant que Pilorel, fils, ramait de toutes ses forces, Joseph s'efforçait de mettre le marquis en garde contre les ruses de Fougeroux. « C'est un fin renard, disait-il, trop fin même. Je n'ai jamais eu bonne idée de lui, depuis son mariage, qui n'a pas été une belle action. La Mignonne avait bien 50 ans sonnés quand il s'est avisé de lui faire la cour, et il n'en avait pas 25. Vous comprenez bien qu'il en voulait à l'argent, et non à la femme. La pauvre sotte a cru que le gars l'aimait, et dame, elle a donné sa main et ses écus. » « Et ils ont profité, oui, interrompit Pilorel. Ça, c'est vrai. Fougeroux n'a pas son pareil pour faire suer l'argent. Il est riche aujourd'hui, mais il devrait bien savoir gré à Mignonne de sa richesse. Qu'il ne l'aime pas, on comprend ça, elle a l'air de sa grand-mère. Mais qu'il la prive de tout et qu'il la batte comme plâtre, c'est honteux. « Il la voudrait à 6 pieds sous terre, quoi, fit le passeur. Et il l'y mettra avant longtemps. Elle est comme expirante, la pauvre vieille, depuis que Fougeroux a installé chez lui une gourgandine dont elle est devenue la servante. » On abordait. Joseph et le marquis, après avoir prié le passeur d'attendre leur retour, prirent le chemin du mât de la Montagnette. C'était une ferme de bonne apparence, bien tenue, entourée de cultures intelligentes. Joseph ayant demandé le maître, un jeune garçon lui répondit que monsieur Fougeroux était dans les champs tout près, qu'on allait le prévenir. Il ne tarda pas à paraître. C'était un très petit homme à barbe rouge, à l'œil inquiet et fuyant. Bien que monsieur Fougeroux fît profession de détester les nobles et les prêtres, l'espoir de faire un bon marché le rendit obséquieux jusqu'à la servilité. Il s'empressa de faire passer Louis dans sa salle, avec force révérence, et des « monsieur le marquis » à n'en plus finir. En entrant, il s'était adressé à une vieille femme qui tremblait de fièvre au coin de l'âtre éteint et lui avait brutalement ordonné de descendre quérir du vin pour monsieur le marquis de Clammerans. La vieille, à ce nom, se dressa comme au contact d'une pile électrique. Elle sembla vouloir parler. Un regard de son tyran renfonça les mots dans sa gorge. C'est d'un air égaré qu'elle obéit et revint avec une bouteille et 3 verres qu'elle déposa sur la table. Puis elle reprit sa place près du foyer, oubliant d'écouter pour regarder le marquis. Le marché, cependant, se débattait entre Joseph et Fougeroux. Le marchand de biens offrait un prix dérisoire,
n'achetant, disait-il, que pour démolir et revendre les matériaux. Joseph, lui, énumérait les poutres et les solives, les moellons, ferrures, sans compter le terrain. Pour Millonne, la présence du marquis était un de ces événements qui changent l'existence. Si jusqu'alors la fidèle servante n'avait pas dit un mot des secrets confiés à sa probité, il ne lui en avait pas moins semblé lourd à porter. N'ayant pas d'enfant, après en avoir ardemment désiré, elle se persuadait que Dieu l'avait frappée de stérilité pour la punir d'avoir prêté les mains à l'abandon d'un pauvre petit innocent. Souvent, elle avait pensé qu'en révélant tout, elle apaiserait la colère céleste et ramènerait le bonheur à son foyer. Son attachement pour Valentine lui avait donné la force de résister à d'incessantes tentations. Mais, aujourd'hui, la présence de Louis la décidait. Réfléchissant, elle ne voyait nul danger à se confier au frère de Gaston. L'affaire, pendant ce temps, se concluait. Il était convenu que Fougeroux donnerait 5 280 francs, comptant du château et du terrain, et que les débris du mobilier reviendraient à Joseph. Le marchand de biens et le marquis échangèrent une bruyante poignée de main en prononçant les mots sacramentels « C'est dit ». Et aussitôt Fougeroux sortit pour aller chercher, lui-même, dans le bon coin connu de lui seul, la bouteille du marché. L'occasion pour Millonne était favorable. Se levant, elle alla droit au marquis, et d'une voix sourde et précipitée, « Il faut, monsieur le marquis, dit-elle, que je vous parle sans témoin. »« À moi, ma bonne femme ?»« À vous. C'est un secret de vie ou de mort. Ce soir, à la tombée de la nuit, venez sous les noyers, là-bas. J'y serai. Je vous dirai tout. » Elle regagna sa place. Son mari rentrait. Gaiement, Fougeroux remplit les verres et but à la santé de Clameran. Tout en regagnant le bateau, Louis se demandait s'il viendrait à ce rendez-vous singulier. « Que diable peut me vouloir cette vieille sorcière ?» disait-il à Joseph. « Qui sait, elle a été au service d'une femme qui fut, m'a dit mon père, la maîtresse de feu monsieur Gaston. À votre place, monsieur le marquis, j'irai. Vous dînerez chez nous, et après dîner, Pilorel vous passera. » La curiosité décida Louis, et, vers les 7 heures, il arrivait sous les noyers. Depuis longtemps déjà, la vieille Millonne l'attendait. « Vous voilà donc, cher bon monsieur, fit-elle avec un accent de joie. Déjà, je me désespérais. Oui, c'est moi, ma brave femme. Voyons, qu'avez-vous à me dire ? Ah, bien des choses, monsieur le marquis. Mais, avant tout, avez-vous des nouvelles de votre frère ? Louis regretta presque d'être venu, pensant que la vieille radotait. Vous savez bien, répondit-il, que mon pauvre frère s'est jeté dans le Rhône et qu'il y a péri. Quoi ? S'écria Millonne. Quoi ? Vous aussi vous ignorez qu'il s'est sauvé ? Oui, il a fait ce que personne plus ne fera. Il a traversé en nageant le Rhône débordé. Le lendemain, mademoiselle Valentine est allée à Clameran pour dire la nouvelle. Saint-Jean l'a empêché d'arriver jusqu'à vous. Plus tard, je suis allée vous porter une lettre. Vous étiez parti. Ces révélations, après 20 ans, confondaient Louis. « Ne prenez-vous pas vos rêves pour des réalités, ma bonne mère, dit-il doucement. Millonne secoua tristement la tête. « Non, continua-t-elle, non. Et si le père Menoul était de ce monde encore, il vous dirait comment il a conduit monsieur Gaston jusqu'à la Camargue et comment de là votre frère a gagné Marseille et s'y est embarqué. Mais ceci n'est rien encore. Monsieur Gaston a un fils. Mon frère, un fils ? Décidément, ma bonne vieille, vous perdez la tête. Hélas, non, pour mon malheur dans ce monde et dans l'autre. Il a eu un fils de mademoiselle Valentine, un pauvre innocent que j'ai reçu dans mes bras à l'étranger et que j'ai porté à la femme qui l'a pris pour de l'argent. » Alors Millonne raconta tout. Les colères de la comtesse, le voyage à Londres, l'abandon du petit Raoul. Avec cette sûreté de mémoire des gens qui, ne sachant ni lire ni écrire, ne peuvent se confier au papier, elle révéla les moindres circonstances, donnant les détails les plus précis, le nom du village et celui de la fermière,
les noms et prénoms de l'enfant, la date exacte des événements. Puis elle dit les misères de Valentine après sa faute, la ruine de la comtesse, et enfin le mariage de la pauvre fille avec un monsieur de Paris, riche, si riche qu'il ne connaissait pas sa fortune, un banquier nommé Fauvel. Un cri aigu et prolongé l'interrompit. « Ciel !» fit-elle d'une voix épouvantée. « Mon mari m'appelle !» Et de toute la vitesse de ses vieilles jambes, elle regagna la ferme. Elle était partie depuis un bon moment, que Louis restait encore immobile à la même place. Au récit de Myone, une idée infâme, si détestable qu'elle faisait reculer son esprit prêt à tout, lui était venue, et cette idée devenait grandissante comme les vagues successives de la marée montante. Il connaissait de réputation le riche banquier, et il songeait au parti qu'il pouvait tirer de ce qu'il venait d'entendre. Il est de ces secrets qui, bien exploités, valent une ferme en brie. Les terreurs d'une vieillesse misérable chassèrent ses derniers scrupules. « Avant tout, pensait-il, je dois m'assurer de la réalité des dires de cette vieille. Après, je ferai mon plan. » C'est pourquoi, le surlendemain, ayant reçu les 5280 francs de Fougeroux, Louis de Clameren partait pour Londres. Chapitre 16. Après plus de 20 années de mariage, Valentine de la Verberie, devenue Madame Fauvel, n'avait éprouvé qu'une douleur réelle. Encore était-ce une de ces douleurs qui fatalement nous atteignent en nos plus chères affections. En 1859, elle avait perdu sa mère, prise d'une fluxion de poitrine pendant un de ses fréquents voyages à Paris. Depuis, Madame Fauvel se plaisait à le répéter, elle n'avait plus eu un sujet sérieux de chagrin. Elle n'avait pas eu une occasion de verser une larme. Qu'avait-elle à souhaiter ? Après tant d'années, André restait pour elle ce qu'il était au premier jour de leur union. À l'amour qui n'avait pas diminué se joignait cette intimité délicieuse qui résulte d'une longue conformité de pensée et une confiance sans bornes. Tout avait réussi au gré de ce fortuné ménage. André avait voulu être riche, il était bien au-delà de ses espérances, bien au-delà, surtout, de ses désirs et de ceux de Valentine. Leurs deux fils, Lucien et Abel, beaux comme leur mère, noble cœur, vaillante intelligence, étaient de ces élus qui sont la glorification de leur famille et portent au dehors comme un reflet du bonheur domestique. Il était dit qu'il ne manquerait rien aux félicités de Valentine. Pour les heures de solitude, quand par hasard son mari et ses fils s'éloignaient une soirée, elle avait une compagne, une jeune fille accomplie, Madeleine, élevée par elle, qu'elle aimait comme ses propres enfants, qui avait pour elle les tendresses attentives d'une fille dévouée. Madeleine était une nièce de M. Fauvel, qui avait perdu ses parents, de pauvres honnêtes gens, quand elle était encore au berceau, et que Valentine avait voulu recueillir, peut-être en souvenir du pauvre abandonné de Londres. Il lui semblait que Dieu, pour cette bonne œuvre, la bénirait, et que Madeleine serait l'ange gardien de la maison. Le jour de l'arrivée de l'orpheline, M. Fauvel avait déclaré qu'il voulait lui ouvrir un compte, et en effet, il avait fait inscrire 10 000 francs pour la dot de Madeleine. Ces 10 000 francs, le riche banquier s'était amusé à les faire valoir d'une façon extraordinaire. Lui qui, pour son compte, n'avait jamais risqué une spéculation douteuse, il prenait plaisir à jouer sur les valeurs les plus invraisemblables, avec l'argent de sa nièce. Ce n'était qu'un jeu, aussi y gagnait-il toujours, si bien qu'en 15 ans, les 10 000 francs étaient devenus un demi-million. Ils avaient donc raison, ceux qui enviaient la famille Fauvel. Même à la longue, les cuisants remords et les soucis de Valentine faisaient trêve. À la bienfaisante influence de cette atmosphère de bonheur, elle avait presque trouvé l'oubli et la paix de la conscience. Elle avait si cruellement expié sa faute. Elle avait tant souffert d'avoir trompé André, qu'elle se croyait comme quitte avec le sort. Elle osait maintenant envisager l'avenir. Sa jeunesse perdue dans un brouillard opaque n'était plus pour elle que le souvenir d'un songe pénible. Oui, elle se croyait sauvée. Quand, pendant une absence de son mari, appelé en province par des intérêts graves,
Un jour du mois de novembre, dans l'après-midi, un des domestiques lui apporta une lettre remise chez le concierge par un inconnu qui avait refusé de dire son nom. Sans que le plus vague pressentiment fît trembler ou hésiter sa main, elle brisa l'enveloppe et lut. « Madame, est-ce trop compter sur la mémoire de votre cœur que d'espérer une demi-heure d'entretien ? Demain, entre 2 et 3 heures, j'aurai l'honneur de me présenter à votre hôtel. Marquis de Clamerans. » Par bonheur, Madame Fauvel était seule. Une angoisse aussi affreuse que celle qui précède la mort éteignit le cœur de la pauvre femme à l'instant où, d'un coup d'œil, elle parcourut le billet. 10 fois elle le relut, à demi-voix, comme pour se bien pénétrer de l'épouvantable réalité, pour se prouver qu'elle n'était pas victime d'une hallucination. Ce n'est qu'après bien du temps qu'elle put recueillir ses idées plus éparpillées que les feuilles d'automne après l'ouragan, qu'elle put réfléchir. Alors elle commença à se dire qu'elle s'était alarmée trop tôt et inutilement. De qui était cette lettre ? De Gaston, sans doute. Eh bien, quelle raison de trembler ? Gaston, revenu en France, voulait la revoir. Elle comprenait ce désir, mais elle connaissait assez cet homme, jadis tant aimé, pour savoir qu'elle n'avait rien à redouter de lui. Il viendrait, il la trouverait mariée à un autre, vieillie, mère de famille, ils échangeraient un souvenir, un regret peut-être. Elle lui rendrait le dépôt qu'il lui avait confié, et ce serait tout. Mais elle était assaillie de doutes affreux. Révélerait-elle à Gaston qu'elle avait eu un fils de lui ? Avouer, c'était se livrer. C'était mettre à la merci d'un homme, le plus loyal et le plus honnête certainement, mais enfin d'un homme. Non seulement son honneur et son bonheur à elle, mais l'honneur et le bonheur de son mari et de ses enfants. Se taire, c'était commettre un crime. C'était, après avoir abandonné son enfant, après l'avoir privé des soins et des caresses d'une mère, lui voler le nom et la fortune de son père. Elle se demandait quelle décision prendre, quand on vint la prévenir que le dîner était servi. Mais elle ne se sentait pas le courage de descendre. Affronter les regards de ses fils était au-dessus de ses forces. Elle se dit très souffrante et gagna sa chambre, heureuse, pour la première fois, de l'absence de son mari. Bientôt, Madeleine, inquiète, accourut, mais elle la renvoya, disant que ce n'était rien qu'un mal de tête et qu'elle voulait essayer de dormir. Elle voulait rester seule en face du malheur, et son esprit s'efforçait de pénétrer l'avenir, de deviner ce qui arriverait le lendemain. Il vint, ce lendemain qu'elle redoutait et qu'elle souhaitait. Jusqu'à 2 heures, elle compta les heures. Après, elle compta les minutes. Enfin, au moment où sonnait la demie de 2 heures, la porte du salon s'ouvrit et un domestique annonça « Monsieur le marquis de Clamerans ». Madame Fauvel s'était promis de rester calme, froide même. Pendant sa dure insomnie de la nuit, elle s'était efforcée de prévoir et d'arranger à l'avance toutes les circonstances de cette pénible entrevue. Même, elle avait songé aux paroles qu'elle prononcerait. Elle devait dire ceci, puis cela. Mais, au moment suprême, son énergie la trahit. Une émotion affreuse la cloua sur son fauteuil, sans voix, sans idée. Lui, cependant, après s'être respectueusement incliné, restait debout au milieu du salon, immobile, attendant. C'était un homme de 50 ans, à la moustache et aux cheveux grisonnants, au visage triste et sévère, ayant grand air et portant avec distinction ses vêtements noirs. Remuée d'inexprimables sensations, frissonnante, Madame Fauvel le considérait, cherchant sur son visage quelque chose des traits de l'homme qu'elle avait aimé jusqu'à l'abandon de soi-même, de cet amant qui avait appuyé ses lèvres sur les siennes, qui l'avait pressé contre sa poitrine, dont elle avait eu un fils. Et elle s'étonnait de ne rien trouver chez l'homme mûr de l'adolescent dont le souvenir avait hanté sa vie. Non, rien. À la fin, comme il ne bougeait pas, d'une voix expirante, elle murmura « Gaston !» Mais lui, secouant tristement la tête, répondit « Je ne suis pas Gaston, madame. Mon frère a succombé aux douleurs et aux misères de l'exil. Je suis Louis de Clamerans. » Quoi ? Ce n'était pas Gaston qui lui avait écrit ?
Ce n'était pas Gaston qui se tenait là, debout, devant elle? Que pouvait-il donc vouloir, cet autre, ce frère en qui Gaston, autrefois, n'avait pas eu, elle le savait, assez de confiance pour livrer leurs secrets? 1000 probabilités plus terrifiantes les unes que les autres se présentaient en même temps à sa pensée. Pourtant, elle réussit à dompter si promptement ses défaillances que Louis les aperçut à peine. L'affreuse étrangeté de sa situation, l'imminence même du péril, donnaient à son esprit une lucidité supérieure. D'un geste nonchalant, elle montra un fauteuil à Louis, en face d'elle, et, du ton le plus calme, elle dit « Alors, monsieur, veuillez m'expliquer le but d'une visite à laquelle j'étais loin de m'attendre. » Le marquis ne voulut pas remarquer ce changement subit. Sans cesser de tenir ses yeux obstinément fixés sur les yeux de madame Fauvel, il s'assit. « Avant tout, madame, commença-t-il, je dois vous demander si nul ne peut écouter ce que nous disons ici. »« Pourquoi cette question ? Je ne crois pas que vous ayez à me dire rien que ne puisse entendre mon mari et mes enfants. » Louis haussa les épaules avec une affectation visible, à peu près comme un homme sensé aux divagations d'un fou. « Permettez-moi d'insister, madame, fit-il, non pour moi, mais pour vous. Parlez, monsieur, parlez sans crainte, nous sommes à l'abri de toute indiscrétion. » En dépit de cette assurance, le marquis approcha son fauteuil auprès de la causeuse de madame Fauvel, afin de pouvoir parler bas, tout bas, comme s'il eût été effrayé de ce qu'il avait à dire. « Je vous l'ai dit, madame, reprit-il, Gaston est mort. Ainsi que cela devait être, c'est moi qui ai recueilli ses dernières pensées. C'est moi qui l'a choisi pour être l'exécuteur de ses suprêmes volontés. Comprenez-vous, maintenant ? » Elle ne comprenait que trop, la pauvre femme, mais c'est en vain qu'elle s'efforçait de pénétrer les desseins de ce visiteur fatal. Peut-être venait-il simplement réclamer le précieux dépôt de Gaston. « Je ne vous rappellerai pas, poursuivait Louis, les funestes circonstances qui ont brisé la vie de mon frère et perdu son avenir. » Pas un des muscles du visage de madame Fauvel ne bougea. Elle paraissait chercher dans sa mémoire à quelles circonstances Louis faisait allusion. « Vous avez oublié, madame, reprit-il d'un ton amer. Je vais essayer de m'expliquer plus clairement. Il y a longtemps, oh, bien longtemps de cela, vous avez aimé mon malheureux frère. »« Monsieur !»« Oh, il est inutile de nier, madame. Gaston, faut-il que je vous le répète, m'a tout confié. Tout, ajouta-t-il en soulignant le mot. Mais madame Fauvel ne devait pas s'effrayer de cette révélation. Que pouvait être ce tout ? Rien, puisque Gaston était parti sans la savoir enceinte. Elle se leva et, avec une assurance qui était bien loin de son cœur, « Vous oubliez, ce me semble, monsieur, prononça-t-elle, que vous parlez à une femme vieille maintenant, mariée et mère de famille. Il se peut que votre frère m'ait aimé. C'est son secret, et non le vôtre. Si, jeune et inexpérimentée, je n'ai pas été parfaitement prudente, ce n'est pas à vous de me le rappeler. Il ne me le rappellerait pas, lui. Enfin, quel qu'ait été ce passé que vous évoquez, j'en ai depuis 20 ans perdu le souvenir. Ainsi, vous avez oublié tout, absolument. Même votre enfant, madame. » Cette phrase, lancée avec un de ces regards qui plongent jusqu'au fond de l'âme, atteignit madame Fauvel comme un coup de massue. Elle se laissa retomber sur la causeuse, se disant « Quoi ? Il sait ? Comment a-t-il pu savoir ?» S'il ne se fût agi que d'elle, certes, elle n'eût point lutté. Elle se serait rendue à discrétion. Mais elle avait le bonheur des siens à garder et à défendre. Et dans le sentiment de ce devoir sacré, elle puisait une énergie dont jamais on ne l'eût cru capable. « Je crois que vous m'insultez, monsieur, » dit-elle. « Ainsi, c'est bien vrai. Vous ne vous souvenez plus de Valentin Raoul ? » « Mais c'est donc une gageure !» Elle voyait bien maintenant que cet homme savait tout, en effet. D'où ? Peu lui importait. Il savait. Mais elle était décidée, bien résolue à nier quand même,
obstinément, à nier devant les preuves les plus irrécusables, les plus évidentes. Un instant, elle eut la pensée de chasser honteusement le marquis de Clammerand. La prudence l'arrêta. Elle se dit qu'il fallait au moins connaître quelque chose de ses projets. « Enfin !» reprit-elle avec un rire forcé. « Où voulez-vous en venir ?»« Voici, madame. Il y a 2 ans, les hasards de l'exil conduisirent mon frère à Londres. Là, dans une famille, il rencontra un tout jeune homme du nom de Raoul. La physionomie, l'intelligence de cet adolescent frappèrent à ce point Gaston qu'il voulut savoir qui il était. C'était un pauvre enfant abandonné, et, tous les renseignements pris, mon frère acquit la certitude que ce Raoul était son fils. Le vôtre, madame. »« Mais c'est un roman que vous me récitez. »« Oui, madame, un roman, et le dénouement est entre vos mains. Certes, la comtesse, votre mère, avait pris, pour cacher votre secret, les précautions les plus minutieuses et les plus savantes. Mais les plans les mieux conçus pêchent toujours par quelque endroit. Après votre départ, une des amies que votre mère avait à Londres est venue la relancer jusqu'au village où vous étiez établi. Cette dame a prononcé votre vrai nom devant la fermière qui avait été chargée de l'enfant. Tout était découvert. Mon frère a voulu des preuves, il s'en est procuré d'irrécusables, de positives. » Il s'arrêta, épiant sur le visage de madame Fauvel l'effet de ses paroles. À sa grande surprise, elle ne semblait ni émue, ni troublée. Son œil souriait. « Et après ?» interrogea-t-elle, du ton le plus léger. « Ensuite, madame, Gaston a reconnu cet enfant. Mais les Clammerand sont pauvres. C'est sur un grabat d'autel garni que mon frère est mort. Et je n'ai, moi, pour vivre, qu'une pension de 1200 francs. Que va devenir Raoul, seul, sans famille, sans protecteur, sans un ami ? Ces inquiétudes ont torturé les derniers moments de mon frère. »« En vérité, monsieur... » »« Je finis, interrompit Louis. C'est alors que Gaston m'a ouvert son cœur. C'est alors qu'il m'a ordonné de venir vers vous. Valentine, m'a-t-il dit. Valentine se souviendra. Elle ne saurait supporter cette idée que notre fils manque de tout, même de pain. Elle est riche, très riche. Je meurs tranquille. Madame Fauvel s'était levée. Cette fois, c'était bien évidemment un congé. « Vous avouerez, n'est-ce pas, monsieur, commença-t-elle, que ma patience est grande. » Cette assurance imperturbable confondait si bien Louis qu'il ne répondit pas. « Je veux bien vous dire, poursuivit-elle, qu'autrefois, en effet, j'ai eu la confiance de monsieur Gaston de Clammerand. Je vais vous en donner une preuve, en vous restituant les parures de la marquise votre mère, qu'il m'avait confiées lors de son départ. » Tout en parlant, elle avait pris sous un des coussins de la causeuse la bourse qui renfermait les bijoux et elle la tendait à Louis. « Voici ce dépôt, monsieur le marquis, dit-elle. Permettez-moi de m'étonner que votre frère ne me l'ait jamais redemandé. » Moins maître de soi, Louis eut laissé voir quelle surprise était la sienne. « J'avais mission, fit-il d'un ton sec, de ne pas parler de ce dépôt. » Sans répondre, madame Fauvel étendit la main vers un cordon de sonnette. « Vous trouverez bon, monsieur, fit-elle, que je brise un entretien accepté uniquement pour vous restituer des bijoux précieux. » Ainsi repoussé, monsieur de Clammerand ne crut pas devoir insister. « Soit, madame, prononça-t-il, je me retire. Je dois seulement ajouter que mon frère m'a dit encore, si Valentine avait tout oublié, si elle refusait d'assurer l'avenir de notre fils, je t'ordonne de l'y contraindre. Méditez ces paroles, madame, car ce que j'ai juré de faire, sur mon honneur, je le ferai. » Enfin, madame Fauvel était seule. Elle était libre. Enfin, elle pouvait, sans crainte, laisser éclater son désespoir. Épuisée par les efforts qu'il lui avait fallu faire pour rester calme sous l'œil de Clammerand, elle se sentait brisée de corps et d'âme. C'est à peine si elle eut la force de gagner, en chancelant, sa chambre à coucher et de s'y enfermer. Maintenant, plus de doute. Ses craintes étaient devenues des réalités.
Elle pouvait, avec certitude, sonder les profondeurs du précipice où on allait la pousser et où elle entraînerait tous les siens. Ah, pourquoi avait-elle écouté sa mère? Pourquoi s'était-elle tue? Plus d'espoir, désormais. Cet homme, qui venait de s'éloigner, la menace à la bouche, il reviendrait. Elle ne le comprenait que trop. Que lui répondrait-elle? Il s'en était fallu de bien peu qu'elle se trahît quand Louis avait parlé de Raoul. Ses entrailles avaient tressailli au nom du pauvre abandonné qui expiait les fautes de sa mère. À l'idée que peut-être il subirait les étreintes de la misère, tout son être frémissait d'une douleur aiguë. Lui, manquer de pain, lui, son enfant, et elle était riche, et tout Paris enviait son luxe. Ah, que ne pouvait-elle mettre à ses pieds tout ce qu'elle possédait? Avec quel délice elle eût épuisé les plus pénibles privations. Mais comment, sans se livrer, lui faire tenir assez d'argent pour le mettre à l'abri des difficultés de la vie? C'est que la voix de la prudence lui criait qu'elle ne devait pas, qu'elle ne pouvait pas accepter l'entremise de Louis de Clameret. Se confier à lui, c'était se mettre à sa merci, soi et les siens, et il lui inspirait une terreur instinctive. Elle en était à se demander si vraiment il lui avait dit la vérité. En repassant dans sa tête le récit de cet homme, elle y trouvait des lacunes et des invraisemblances presque choquantes. Comment Gaston, revenu en France, habitant Paris, pauvre autant que le disait son frère, n'avait-il pas redemandé à la femme le dépôt confié à la jeune fille? Comment, redoutant l'avenir pour leur enfant, n'était-il pas venu la trouver puisqu'il la supposait riche à ce point que, mourant, il se reposait sur elle? 1000 inquiétudes vagues s'agitaient dans son esprit. Elle était pleine de soupçons inexpliqués, d'indéfinissables défiances. Elle comprenait qu'une seule démarche positive la liait à tout jamais, et alors, que n'exigerait-on pas d'elle? Un moment, elle eut l'idée de se jeter aux pieds de son mari et de lui tout avouer. Malheureusement, elle repoussa cette pensée de salut. Son imagination lui représentait l'atroce douleur de cet honnête homme, découvrant après plus de 20 années qu'il avait été odieusement joué. Elle connaissait assez André pour savoir qu'il ne dirait rien et qu'il ferait tout pour étouffer cette horrible affaire. Mais c'en serait fait du bonheur de la maison. Il déserterait le foyer, les fils s'en iraient de leur côté, tous les liens de la famille seraient brisés. Par bonheur, le banquier était absent, et les 2 jours qui suivirent la visite de Louis, madame Fauvel put garder la chambre, et personne ne s'aperçut de ses agitations. Si, pourtant, Madeleine, avec sa finesse de femme, devina qu'il y avait autre chose que la maladie nerveuse dont se plaignait sa tante, et pour laquelle le médecin prescrivait toutes sortes de potions calmantes. Même elle remarqua fort bien que cette maladie semblait avoir été déterminée par la visite d'un personnage à figure sévère, qui était resté longtemps seul avec sa tante. Madeleine pressentait si bien un secret que, le second jour, voyant madame Fauvel plus inquiète, elle osa lui dire « Tu es triste, chère tante. Qu'as-tu? Parle-moi. Veux-tu que je fasse prier notre cher curé de venir causer avec toi ?» C'est avec une aigreur bien surprenante chez elle, qui était la douceur même, que madame Fauvel repoussa la proposition de sa nièce. Ce que Louis avait prévu arrivait. À la réflexion, ne voyant nulle issue à sa déplorable situation, madame Fauvel, peu à peu, se déterminait à céder. En consentant à tout, elle avait une chance de tout sauver. Elle ne s'abusait pas, elle comprenait bien qu'elle se préparait une vie impossible, mais au moins elle souffrirait seule, et dans tous les cas, elle gagnerait du temps. Cependant, M. Fauvel était de retour, et Valentine, en apparence du moins, avait repris ses habitudes. Mais ce n'était plus l'heureuse mère de famille, la femme au visage souriant et reposé, si assurée en son bonheur, si calme en face de l'avenir. Tout en elle décelait d'horribles inquiétudes. Sans nouvelles de Clameret, elle l'attendait, pour ainsi dire, à chaque minute du jour, tressaillant à chaque coup de sonnette, pâlissant toutes les fois que la porte s'ouvrait, n'osant sortir dans la crainte qu'il ne se présentât en son absence.
le condamné à mort qui chaque matin en s'éveillant se dit « Sera-ce pour aujourd'hui ?» n'a pas de plus épouvantables angoisses. Clameran ne vint pas, il écrivit, ou plutôt, comme il était trop prudent pour préparer des armes contre lui, il fit écrire un billet, dont seule madame Fauvel pouvait connaître le sens, et où, se disant malade, il s'excusait d'être forcé de lui donner rendez-vous pour le surlendemain chez lui, à l'hôtel du Louvre. Cette lettre fut presque un soulagement pour madame Fauvel. Elle en était à tout préférer à ses anxiétés. Elle était résolue à consentir à tout. Elle brûla donc la lettre en se disant « J'irai ». Le surlendemain, en effet, à l'heure indiquée, elle mit la plus simple de ses robes noires, celui de ses chapeaux qui lui cachait le mieux le visage, glissa dans sa poche une voilette et sortit. Ce n'est que fort loin de chez elle qu'elle osa prendre un fiacre qui la déposa devant l'hôtel du Louvre. La chambre de monsieur le marquis, Louis de Clameran, était, lui dit le concierge, au 3e étage. Elle s'élança, heureuse d'échapper à tous les regards qui lui semblaient s'attacher à elle. Mais, en dépit de minutieuses indications, elle se perdit dans l'immense hôtel et longtemps erra dans les interminables corridors. Enfin, elle arriva devant une porte, au-dessus de laquelle était le numéro indiqué, 317. Elle s'arrêta, appuyant ses 2 mains sur sa poitrine, comme pour comprimer les palpitations de son cœur qui battait à se briser. Au moment d'entrer, au moment de risquer cette démarche décisive, une frayeur immense l'envahissait au point de paralyser ses mouvements. La vue d'un locataire de l'hôtel qui traversait le corridor mit fin à ses hésitations. D'une main tremblante, elle frappa 3 coups bien légers. « Entrez !» dit une voix. Elle entra. Mais ce n'était pas le marquis de Clameran qui était au milieu de cette chambre. C'était un tout jeune homme, presque un enfant, qui la regardait d'un air singulier. La première impression de madame Fauvel fut qu'elle se trompait. « Je vous demande pardon, monsieur, balbutia-t-elle, plus rouge qu'une pivoine. Je croyais entrer chez monsieur le marquis de Clameran. »« Vous êtes chez lui, madame, » répondit le jeune homme. En voyant qu'elle ne disait mot, qu'elle semblait se demander comment se retirer, comment s'enfuir, il ajouta « C'est, je crois, à madame Fauvel que j'ai l'honneur de parler. » De la tête, elle fit un signe affirmatif. « Oui. » Elle frémissait d'entendre son nom ainsi prononcé. Elle était épouvantée par cette certitude qu'on la connaissait, que Clameran avait déjà livré son secret. C'est avec une anxiété visible qu'elle attendait une explication. « Rassurez-vous, madame, » reprit le jeune homme. « Vous êtes en sûreté ici autant que dans le salon de votre hôtel. Monsieur de Clameran m'a chargé pour vous de ses excuses. Vous ne le verrez pas. » Cependant, monsieur, d'après une lettre pressante qu'il m'a fait tenir avant-hier, je supposais... Lorsqu'il vous a écrit, madame, il avait des projets auxquels il a renoncé pour toujours. Madame Fauvel était bien trop surprise, bien trop troublée pour pouvoir réfléchir. Or, le moment présent, elle ne discernait rien. « Quoi ?» fit-elle avec une certaine défiance. « Ses intentions sont changées ?» La physionomie du jeune interlocuteur de madame Fauvel trahissait une sorte de compassion douloureuse, comme s'il eût reçu le contre-coup de toutes les angoisses de la malheureuse femme. « Le marquis, prononça-t-il, d'une voix douce et triste, renonce à ce qu'il considérait, à tort, comme un devoir sacré. Croyez qu'il a longtemps hésité avant de se résigner à aller vous demander le plus pénible des aveux. Vous l'avez repoussé, vous deviez refuser de l'entendre. Il n'a pas compris quelles impérieuses raisons dictaient votre conduite. Ce jour-là, aveuglé par une injuste colère, il avait juré d'arracher à l'effroi ce qu'il n'obtenait pas de votre cœur. Résolu à menacer votre bonheur, il avait amassé contre vous de ces preuves qui font éclater l'évidence. Pardonnez, un serment juré à un frère mourant le liait. Il avait pris sur la cheminée une liasse de papier qu'il feuilletait tout en parlant. Ces preuves, poursuivait-il, les voici, flagrantes, irrécusables. Voici le certificat du révérend Sedley, la déclaration de Miss Tracy Dobbin,
la fermière, une attestation du chirurgien, les dépositions des personnes qui ont connu à Londres Madame de la Verberie. Oh, rien n'y manque. Toutes ces preuves, ce n'est pas sans peine que je les ai arrachées à monsieur de Clamérans. Peut-être avait-il pénétré mes intentions, et voici, madame, ce que je voulais faire de ces preuves. D'un mouvement rapide, il lança dans le feu tous les papiers. Ils s'enflammèrent et bientôt ne furent plus qu'une pincée de cendre. « Tout est détruit, madame, » reprit-il, l'œil brillant des plus généreuses résolutions. « Le passé, si vous le voulez, est anéanti comme ces papiers. Si quelqu'un, à cette heure, ose prétendre qu'avant votre mariage vous avez eu un fils, traitez-le hardiment de calomniateur. Il n'y a plus de preuves. Vous êtes libre. » Enfin, aux yeux de madame Fauvel, le sens de cette scène éclatait. Elle commençait à comprendre. Elle comprenait. Ce jeune homme qui l'arrachait à la colère de Clamérans, qui lui rendait le libre exercice de sa volonté en détruisant des preuves accablantes qui la sauvaient, c'était l'enfant abandonné, Valentin Raoul. En ce moment, elle oublia tout. Les tendresses de la mère, si longtemps comprimées, débordèrent, et d'une voix à peine distincte, elle murmura « Raoul !» À ce nom ainsi prononcé, le jeune homme chancela. On eût dit qu'il pliait, sous l'excès d'un bonheur inespéré. « Oui, Raoul !» s'écria-t-il. « Raoul, qui aimerait mieux mourir 1000 fois que de causer à sa mère la plus légère souffrance. Raoul qui verserait tout son sang pour lui éviter une larme. » Elle n'essaya ni de lutter, ni de résister. Tout son être vibrait, comme si ses entrailles eussent tressailli en reconnaissant celui qu'elles avaient porté. Elle ouvrit ses bras, et Raoul s'y précipita en disant d'une voix étouffée « Ma mère, ma bonne mère, sois bénie pour ce premier baiser. » C'était vrai, cependant, ce fils, elle ne l'avait jamais vu. Malgré ses prières et ses larmes, on l'avait emporté sans même lui permettre de l'embrasser, et ce baiser qu'elle venait de lui donner était bien le premier. Après tant et de si cruelles angoisses, trouver cette joie immense, c'était trop de bonheur. Madame Fauvel s'était laissée tomber sur un fauteuil et, plongée dans une sorte d'extase recueillie, elle considérait avidement Raoul, qui s'était agenouillé à ses pieds. Combien il lui paraissait beau, ce pauvre abandonné. Il avait cette rayonnante beauté des enfants de l'amour dont la physionomie garde comme un reflet de félicité divine. De la main, elle éparpillait ses beaux cheveux fins et ondés. Elle admirait son front blanc et pur comme celui d'une jeune fille, ses grands yeux tremblants, et elle avait soif de ses lèvres si rouges. « Oh, mère, disait-il, je ne sais ce qu'il s'est passé en moi quand j'ai su que mon oncle avait osé te menacer. Lui, te menacer! C'est que, vois-tu, mère chérie, j'ai votre cœur à tous deux, à toi et à ce noble Gaston de Clamérans, mon père. Va, quand il a dit à son frère de s'adresser à toi, il n'avait plus sa pleine raison. Je te connaissais bien et depuis longtemps. Souvent, mon père et moi, nous allions rôder autour de ton hôtel, et quand nous t'avions aperçu, nous rentrions heureux. Tu passais, et il me disait « Voici ta mère, Raoul. » Te voir, c'était notre joie. Quand nous savions que tu devais te rendre à quelque fête, nous t'attendions à la porte pour t'apercevoir belle et parée. Que de fois, l'hiver, j'ai lutté de vitesse avec les chevaux de ta voiture pour t'admirer plus longtemps. Des larmes, les plus douces qu'elle eût versées de sa vie, inondaient le visage de madame Fauvel. La voix vibrante de Raoul chantait à son oreille de célestes harmonies. Cette voix lui rappelait celle de Gaston, et elle lui rendait les fraîches et adorables sensations de sa jeunesse. Oui, en l'écoutant, elle retrouvait l'enchantement des premières rencontres, les tressaillements de son âme encore vierge, le trouble mystérieux des sens. Entre le moment où, un soir, elle s'était abandonnée frémissante aux bras de Gaston et l'heure présente, il lui semblait qu'il n'y avait rien. André, ses 2 fils, Madeleine, elle les oubliait, emportée dans ce tourbillon de tendresse. Raoul, cependant, continuait.
C'est hier seulement que j'ai su que mon oncle était allé te demander pour moi quelques miettes de ta richesse. À quoi bon? Je suis pauvre, c'est vrai, très pauvre, mais la misère ne m'épouvante pas. Je la connais. J'ai mes bras et mon intelligence. C'est de quoi vivre. Tu es très riche, dit-on. Qu'est-ce que cela me fait? Garde toute ta fortune, mère chérie, mais donne-moi un peu de ton cœur. Laisse-moi t'aimer. Promets-moi que ce premier baiser ne sera pas le dernier. Personne ne saura rien, sois sans crainte. Je saurai bien cacher mon bonheur. Et madame Fauvel avait pu redouter ce fils. À combien elle se le reprochait. Combien elle se reprochait aussi de n'avoir pas plus tôt volé au-devant de lui. Elle l'interrogeait, ce fils. Elle voulait connaître sa vie, savoir comment il avait vécu, ce qu'il avait fait. Il n'avait rien à lui cacher, disait-il. Son existence avait été celle des enfants des pauvres. La fermière à qui on l'avait confié lui avait toujours témoigné une certaine affection. Même, lui trouvant bonne mine et l'air intelligent, elle avait pris plaisir à lui faire donner une certaine éducation au-dessus de ses moyens à elle et de sa condition à lui. À 16 ans, on l'avait placé chez un banquier, et à force de travail, il commençait à gagner son pain quand un jour un homme était venu qui lui avait dit « Je suis ton père » et l'avait emmené. Depuis, rien n'avait manqué à son bonheur, rien que la tendresse d'une mère. Il n'avait vraiment souffert qu'une fois en sa vie, le jour où Gaston de Clameran, son père, était mort entre ses bras. « Mais maintenant, disait-il, tout est oublié, tout. Ai-je été malheureux? Je n'en sais plus rien, puisque je te vois, puisque je t'aime. » Le temps passait, et madame Fauvel ne s'en apercevait pas. Raoul, heureusement, veillait. « 7 heures !» s'écria-t-il tout à coup. Cette exclamation ramena brusquement madame Fauvel au sentiment de la réalité. 7 heures! Son absence si longue serait peut-être remarquée. « Te reverrai-je, ma mère ?» demanda Raoul au moment où ils se séparaient. « Oh oui !» répondit-elle avec l'accent d'une tendresse folle. « Oui, souvent, tous les jours, demain !» C'était, depuis qu'elle était mariée, la première fois que madame Fauvel s'apercevait qu'elle n'était pas absolument maîtresse de ses actions. Jamais encore elle n'avait eu l'occasion de souhaiter une liberté sans contrôle. C'est son âme même qu'elle laissait dans cette chambre de l'hôtel du Louvre, où elle venait de retrouver un fils. Et il lui fallait l'abandonner. Elle était condamnée à cet intolérable supplice de composer son visage, de cacher cet événement immense qui bouleversait sa vie. Ayant eu quelque peine à se procurer un fiacre pour le retour, il était plus de 7h30 quand elle arriva rue de Provence, où on l'attendait pour se mettre à table. Monsieur Fauvel l'ayant plaisanté de ce retard, elle le trouva commun, vulgaire et même un peu niais. Telles sont les révolutions soudaines de la passion, qu'elle le jugeait presque ridicule pour cette confiance sans bornes qu'il avait en elle. Et c'est avec un calme imperturbable, sans trouble, presque sans effort, qu'elle, d'ordinaire si craintive, elle répondit à ses plaisanteries. Si énivrantes avaient été ses sensations près de Raoul, que dans son délire, elle était incapable de rien désirer, de rien rêver au-delà du renouvellement de ses émotions délicieuses. Plus d'épouse dévouée, plus de mère de famille incomparable. C'est à peine si elle s'arrêtait à l'idée de ses 2 fils. Ils avaient toujours été heureux et aimés, eux. Ils avaient un père, ils étaient riches, tandis que l'autre, quelle compensation ne lui devait-elle pas? Encore un peu, et, dans son aveuglement, elle eût rendu les siens responsables des misères de Raoul. Et nul remords, pas un tressaillement de conscience, nulle appréhension des événements. Sa folie était complète. L'avenir, pour elle, c'était le lendemain. L'éternité, les 16 heures qui la séparaient d'une nouvelle entrevue. La mort de Gaston lui paraissait être l'absolution du passé aussi bien que du présent. Mais elle regrettait d'être mariée. Libre, elle eût pu se consacrer tout entière à Raoul. Elle était riche, mais c'est avec bonheur qu'elle eût donné son luxe pour la pauvreté avec lui. Ni son mari, ni ses fils ne soupçonneraient jamais les pensées qui l'agitaient. Elle était tranquille de ce côté. Mais elle redoutait sa nièce.
Il lui semblait que, lorsqu'elle était rentrée, Madeleine avait arrêté sur elle des regards singuliers. Se doutait-elle donc de quelque chose ? Elle l'avait, depuis plusieurs jours, poursuivie de questions étranges. Il fallait se défier d'elle. Cette inquiétude changea en une sorte de haine l'affection qu'avait madame Fauvel pour sa fille d'adoption. Elle, si bonne, si aimante, elle eut regret de l'avoir recueillie et de s'être ainsi donné un de ces vigilants espions à qui rien n'échappe. Comment se dérober, se demandait-elle, à cette sollicitude inquiète du dévouement, à cette pénétration d'une jeune fille qui s'était habituée à suivre sur son visage la trace de ses plus fugitives émotions. C'est avec une indicible joie qu'elle découvrit un moyen à sa portée. Depuis 2 ans bientôt, il était question d'un mariage entre Madeleine et le caissier de la maison, Prosper Berthomy, le protégé du banquier. Madame Fauvel se dit qu'elle n'avait qu'à s'occuper de cette union et à la presser autant que possible. Madeleine mariée irait habiter avec son mari et lui laisserait la libre disposition de ses journées. Le soir même, elle osa parler la première de Prosper et, avec une duplicité dont elle eût été incapable quelques jours plus tôt, elle arracha le dernier mot de Madeleine. « Ah, c'est ainsi, mademoiselle la mystérieuse, disait-elle gaiement, que vous vous permettez de choisir entre tous vos soupirants sans ma permission ? Mais, ma bonne tante, il me semble, quoi, que je devais deviner ? C'est ce que j'ai fait. » Elle prit un air sérieux et ajouta : « Cela étant, il ne reste plus qu'à obtenir le consentement de maître Prosper. Le donnera-t-il ? Lui, ma tante ? Ah, s'il avait osé ! Ah, vraiment, tu sais cela, mademoiselle ma nièce ? » Intimidée, confuse, toute rouge, Madeleine baissait la tête. Madame Fauvel l'attira vers elle. « Cher enfant, poursuivait-elle de sa plus douce voix, pourquoi craindre ? N'as-tu donc pas deviné, toi, si rusé, que depuis longtemps ton secret est le nôtre ? Prosper serait-il donc admis à notre foyer comme s'il était de la famille, s'il n'était d'avance agréé par ton oncle et par moi ? » Un peu pour cacher sa joie, peut-être, Madeleine se jeta au cou de sa tante en murmurant : « Merci, oh merci, tu es bonne, tu m'aimes. » De son côté, madame Fauvel se disait : « Je vais, sans retard, engager André à encourager Prosper. Avant 2 mois, ses enfants peuvent être mariés. » Malheureusement, emportée dans le tourbillon d'une passion qui ne lui laissait pas une minute de réflexion, elle remit ce projet. Passant à l'hôtel du Louvre, près de Raoul, une partie de ses journées, elle ne cessait de rêver au moyen de lui préparer une position et de lui assurer une fortune indépendante. Elle n'avait encore osé lui parler de rien. À mesure qu'elle le connaissait mieux, qu'il se livrait davantage, elle croyait découvrir en lui tout le noble orgueil de son père et des fiertés si susceptibles qu'elle tremblait d'être repoussée. Sérieusement, elle se demandait s'il consentirait jamais à accepter d'elle la moindre des choses. Au plus fort de ses hésitations, le marquis Louis de Clammerans vint à son secours. Elle l'avait revu souvent, depuis ce jour où il l'avait tant effrayée, et à sa répulsion première succédait une secrète sympathie. Elle l'aimait pour toute l'affection qu'il témoignait à son fils. Si Raoul, insoucieux comme on l'est à 20 ans, se moquait de l'avenir, Louis, cet homme de tant d'expérience, paraissait vivement préoccupé du sort de son neveu. C'est pourquoi, un jour, après quelques considérations générales, il aborda cette grave question d'une situation. « Vivre ainsi que le fait mon beau-neveu, commença-t-il, est charmant sans doute. Seulement, ne serait-il pas sage, à lui, de penser à s'assurer un état dans le monde ? Il n'a aucune fortune. »« Hé, cher oncle, interrompit Raoul, laisse-moi donc être heureux, sans remords. Que me manque-t-il ? Rien en ce moment, mon beau-neveu. Mais quand tu auras épuisé tes ressources et les miennes, et ce ne sera pas long, que deviendras-tu ? Baste, je m'engagerai, tous les Clammerans sont soldats de naissance, et s'il survient une guerre... » Madame Fauvel l'arrêta en lui mettant doucement sa main devant la bouche. « Méchant enfant, disait-elle d'un ton de reproche, te faire soldat ?
Tu veux donc me priver du bonheur de te voir ? Non, mère chérie, non. Tu vois bien, insista Louis, qu'il faut nous écouter. Je ne demande pas mieux, mais plus tard, je travaillerai. Je gagnerai énormément d'argent. À quoi, pauvre enfant ? Comment ? Dame, je ne sais pas. Mais soyez tranquille, je chercherai, je trouverai. Il était difficile de faire entendre raison à ce jeune présomptueux. Louis et madame Fauvel eurent à ce sujet de longs entretiens, et ils se promirent bien de lui forcer la main. Seulement, choisir une profession était malaisé, et Clameran pensa qu'il serait prudent de réfléchir, de consulter les goûts du jeune homme. En attendant, il fut convenu que madame Fauvel mettrait à la disposition du marquis de quoi subvenir à toutes les dépenses de Raoul. Voyant en ce frère de Gaston un père pour son enfant, madame Fauvel en était venue rapidement à ne plus pouvoir se passer de lui. Sans cesse, elle avait besoin de le voir, soit pour le consulter au sujet d'idées qui lui venaient, soit pour lui adresser 1000 recommandations. Aussi fut-elle très satisfaite le jour où il lui demanda de lui faire l'honneur de le recevoir chez elle ouvertement. Rien n'était si facile. Elle présenterait à son mari le marquis de Clameran comme un vieil ami de sa famille, et il ne tiendrait qu'à lui de devenir un intime. Madame Fauvel ne devait pas tarder à s'applaudir de cette décision. Ne pouvant absolument continuer à voir Raoul tous les jours, n'osant, si elle lui écrivait, recevoir ses réponses, elle avait de ses nouvelles par Louis. Les nouvelles ne restèrent pas longtemps bonnes, et moins d'un mois après le jour où madame Fauvel avait retrouvé son fils, Clameran lui avoua que Raoul commençait à l'inquiéter sérieusement. Le marquis s'exprimait d'un ton et d'un air à donner froid au cœur d'une mère, non sans embarras pourtant, en homme qui, pour remplir un devoir, triomphe de vive répugnance. « Qu'y a-t-il » demanda madame Fauvel. « Il y a, répondit Louis. Qu'en ce jeune homme, je retrouve l'orgueil et les passions des Clameran. Il est de ces natures dont rien n'arrête les emportements, que les obstacles irritent, que les représentations exaspèrent, et je ne vois pas de digue à opposer à ces violences. » « Grand Dieu, que peut-il avoir fait ?» « Rien de précisément blâmable, rien d'irréparable à coup sûr, mais son avenir m'effraie. Il ne sait rien encore de vos bontés pour lui. Il croit puiser à ma bourse, et je lui vois la prodigalité d'un fils de millionnaire. » Madame Fauvel n'eût pas été mère si elle n'eût essayé de prendre la défense de Raoul. « Peut-être êtes-vous un peu sévère, dit-elle. Pauvre enfant, il a tant souffert. Il n'a connu jusqu'ici que les privations et le bonheur le grisent. Il se jette sur le plaisir comme un affamé sur un bon repas. Est-ce si surprenant ? Allez, il reviendra promptement à la raison. Il a bon cœur. Il a été si malheureux. Là était pour madame Fauvel l'excuse de Raoul. C'est cette phrase que sans cesse elle répétait à monsieur de Clameran, toutes les fois qu'il se plaignait de son neveu. Et certes, ayant une fois commencé, il ne cessait de se plaindre. « Rien ne l'arrête, gémissait-il. Une folie qui lui passe par la tête est une folie faite. » Mais madame Fauvel ne voyait là nulle raison d'en vouloir à son fils. C'est pourquoi, voyant que ses efforts n'arrêtaient pas ce jeune imprudent sur une pente désastreuse, il somma madame Fauvel d'user enfin de son influence. Elle devait, pour l'avenir de son enfant, entrer plus intimement dans sa vie, le voir tous les jours. « Hélas, répondit la pauvre femme, ce serait là mon vœu le plus cher. Mais comment faire ? Ai-je le droit de me perdre ? J'ai d'autres enfants auxquels je dois compte de mon honneur. » Cette réponse parut étonner le marquis de Clameran. 15 jours plus tôt, madame Fauvel n'eut point parlé de ses autres fils. « Je réfléchirai, dit Louis. Peut-être à notre prochaine entrevue aurai-je l'honneur de vous soumettre une combinaison qui conciliera tout. » Les réflexions d'un homme de tant d'expérience ne pouvaient être vaines. Il paraissait fort rassuré quand il se présenta le jeudi suivant. « J'ai cherché, commença-t-il, et j'ai trouvé. »« Quoi ?»« Le moyen de sauver Raoul. » Il s'expliqua.
Madame Fauvel, ne pouvant sans éveiller les soupçons de son mari voir tous les jours son fils, il fallait qu'elle le reçût chez elle. Cette proposition seule fit horreur à une femme qui, certes, avait été bien imprudente, bien coupable même, mais qui était l'honneur même. « C'est impossible !» s'écria-t-elle. « Ce serait vil, odieux, infâme !»« Oui, » répondit le marquis, devenu songeur, « mais ce serait le salut de l'enfant. » Mais elle sut, pour cette fois, résister. Elle résista avec une violence d'indignation, avec une énergie faite pour décourager une volonté moins ferme que celle du marquis de Clammerans. « Non, répétait-elle, non, je ne saurais consentir. » Malheureuse, sait-on quand on quitte le droit chemin, quelle boue et quelle fondrière on affronte. Elle avait dit « jamais » du plus profond de son âme, et à la fin de la semaine, elle en était, non plus à repousser désespérément ce projet, mais à en discuter les moyens. Voilà où l'avait conduite une marche savante. Éperdue, harcelée, elle se débattait vainement entre les insistances poliment menaçantes de Clammerans et les prières et les câlineries de Raoul. « Mais comment, disait-elle, sous quel prétexte recevoir Raoul ?»« Ce serait fort simple, répondait Clammerans, s'il s'agissait de l'admettre comme on admet un étranger. J'ai bien l'honneur, moi, d'être des habitués de votre salon. Pour Raoul, il faut mieux. » Ce n'est qu'après avoir longtemps torturé madame Fauvel, après avoir brisé sa volonté, presque sa raison, par de continuelles alternatives de terreur ou d'attendrissement, qu'il révéla son projet définitif. « Nous tenons, dit-il enfin, la solution du problème. C'est une véritable inspiration. » Elle devina bien à son accent qu'il allait découvrir le fond de sa pensée, et elle l'écouta avec cette lamentable résignation du condamné qui entend lire son arrêt. « N'avez-vous pas, poursuivait Louis, à Saint-Rémy, une de vos parentes, très âgée, veuve, n'ayant eu que 2 filles ? » ?»« Oui, ma cousine de Lagore. »« C'est cela même. Quelle est sa situation de fortune ? » ?»« Elle est pauvre, monsieur, très pauvre. »« Précisément. Et sans les secours que vous lui adressez en secret, elle serait à la charité. » Madame Fauvel n'en pouvait revenir, de voir le marquis si bien informé. « Quoi ? balbutia-t-elle. Vous savez cela ? » ?»« Oui, madame, cela et bien d'autres choses encore. Je sais, par exemple, que votre mari ne connaît personne de votre famille, et que c'est à peine s'il se doute de l'existence de votre cousine de Lagore. Commencez-vous à comprendre mon plan ? » Elle l'entrevoyait, au moins, et elle se demandait comment résister. « Voici donc, poursuivait Louis, ce que j'ai imaginé. Demain ou après-demain, vous recevrez de Saint-Rémy une lettre de votre cousine, vous annonçant qu'elle envoie son fils à Paris et vous priant de veiller sur lui. Naturellement, vous montrez cette lettre à votre mari, et quelques jours plus tard, il reçoit à merveille son neveu Raoul de Lagore, un charmant garçon, riche, spirituel, aimable, qui fera tout pour lui plaire et qui lui plaira. « Jamais, monsieur, s'écria madame Fauvel, jamais ma cousine, qui est une honnête femme, ne prêtera les mains à cette comédie révoltante. » Le marquis eut un sourire plein de fatuité. « Vous ai-je dit, demanda-t-il, que je mettrais la cousine dans la confidence ? » « Il le faudrait bien. »« Oh, que nenni ! La lettre que vous recevrez et que vous montrerez aura été dictée par moi à la première femme venue et mise à la poste à Saint-Rémy par une personne de confiance. Si j'ai parlé des obligations que vous a votre cousine, c'est pour vous montrer qu'en cas d'accident, son intérêt nous répond d'elle. Apercevez-vous encore quelque obstacle ? » Madame Fauvel s'était levée, transportée d'indignation. « Il y a ma volonté !» s'écria-t-elle. « Que vous ne comptez pas. »« Pardon ?» fit le marquis avec une politesse railleuse. « Je suis sûr que vous vous rendrez à mes raisons. »« Mais c'est un crime, monsieur, que vous me proposez, un crime abominable. » Clammerans, lui aussi, s'était levé. Toutes ces passions mauvaises mises en jeu donnaient à sa pâle figure une expression atroce.
Je crois, reprit-il avec une violence contenue, que nous ne nous entendons pas. Avant de parler de crime, rappelez-vous le passé. Vous étiez moins timorée le jour où, jeune fille, vous avez pris un amant. Il est vrai que vous l'avez renié, cet amant, que vous avez refusé de le suivre, lorsque, pour vous, il venait de tuer 2 hommes et de risquer l'échafaud. Vous n'aviez pas de ces préjugés mesquins quand, après un accouchement clandestin à Londres, vous abandonniez votre enfant. On doit vous rendre cette justice que cet enfant vous l'avez oublié absolument, et que, riche à millions, vous ne vous êtes pas informé s'il avait du pain. Où donc étaient vos scrupules au moment d'épouser monsieur Fauvel ? Avez-vous dit à cet honnête homme quel front cachait votre couronne d'oranger ? Voilà des crimes. Et quand, au nom de Gaston, je vous demande réparation, vous vous révoltez ? Il est trop tard. Vous avez perdu le père, madame. Vous sauverez le fils. Ou, sur mon honneur, vous ne volerez pas plus longtemps l'estime du monde. J'obéirai, monsieur, murmura l'infortuné, vaincu, écrasé. Et 8 jours après, en effet, Raoul, devenu Raoul de Lagorre, dînait chez le banquier, entre madame Fauvel et Madeleine.